Bonjour, c'est Jacques Frantz. Je suis le parrain de ITV Célébrité Interviews. If the night turned cold and the stars looked down, and you'd hug yourself on the cold, cold ground, you wake the morning in a stranger's cold. No one would you see. You ask yourself, who'd watch for me? My only friend, who could it be? It's hard to say it, I hate to say it. It's probably not the easiest person ever got to know. It's hard for us both that I feel and sure. But some would say, I just let you go your way, you only make me cry. But if there's one guy, just one guy, who laid down his life for you and I hate to say it, I hate to say it, but it's probably me. Ça va pas te manquer, tout ça, quand tu seras à la retraite. Ça va pas te manquer un peu. Hein? Je coupe le fil. Tac. Tiens, c'est fait. Roger. Oui. Attrape le chat! Le chat! Espèce de salaud! Avec Thierry Genovese. Bonjour Monsieur Franz, merci de nous recevoir sur ITV Célébrité Interview. Bonjour. Voilà. Mais d'abord, je voudrais honorer la mémoire de votre ami Patrick Poivet. Parlez-nous-en, de votre point de vue, bien sûr. De mon point de vue, ça oscille entre l'anéantissement et la tristesse profonde. C'était vraiment un être que j'aimais beaucoup, quelqu'un que j'aimais beaucoup, chez qui j'ai trouvé de la complicité, j'ai trouvé de l'intelligence, beaucoup de culture, et toujours une présence amicale, toujours une compréhension, et puis toujours un allant, une vie. Enfin, c'était quelque chose que j'avais pas besoin d'entretenir, ça allait tout seul. Ouais. Et puis on se correspondait sur ce plan-là, donc ça a été quelque... Même si je m'y attendais, ça a été un choc. Voilà. C'est idiot ce que je dis, mais je vous Non. assure que c'est vrai. Non, c'est vrai. Ça a été un choc. J'essaie pas de m'en remettre, j'essaie de l'assimiler petit à petit à ma vie. Me dire, bah oui, Pat, il est pas là, donc c'est pas la peine que tu penses à l'appeler, puisqu'il est parti. Mais qu'est-ce qu'il aurait dit? Qu'est-ce qu'il aurait fait? Qu'est-ce qu'il aurait pensé? Qu'est-ce que ceci? Qu'est-ce que cela? Voilà, ça fonctionne comme ça. Bien sûr. En tout cas, c'est grâce à lui que je suis là aujourd'hui, parce qu'il m'a fait connaître Monsieur Jacques Franz. Vous voyez, voilà, alors Voilà. voilà, on y est là. On y est. On y est exactement, on est dans le sujet. Alors, où êtes-vous né, Monsieur Franz? Je suis né à Dijon, je suis un bourguignon pur et dur, D'accord, franc-comtois d'origine. d'accord. Vos formations écolières? Vous parlez par rapport au fait d'être acteur ou formation Non, non, normale? J'ai fait un cursus tout à fait classique, les écoles primaires, etc. Mhm. J'ai été au lycée Carnot à Dijon, j'ai fait beaucoup de langues classiques, j'ai fait du grec ancien, j'ai fait du latin, j'ai fait de l'allemand, et j'ai fait des tas de choses qui m'intéressaient, puis je suis passé en fac où j'ai fait une propédeutique philosophie. Et on vous a demandé du doublage dans ces autres langues? Ah, en allemand, oui, Ah. mais de l'allemand. D'accord. De l'allemand, mais aussi avec des moments, par exemple Sam Neill dans le roman de Marguerite Duras, là, avec, comment s'appelle-t-elle cette actrice c'était Jodie Foster, je crois. Mhm. Ça s'appelait le tome 3, enfin j'ai oublié le C'est pas grave, titre. c'est pas grave.
À un moment donné, c'était l'histoire d'un SS qui tombait amoureux d'elle et par moments, il s'exprimait en langue allemande, il s'exprimait avec des extraits de poèmes. Bien sûr. Donc j'étais content d'avoir fait de l'allemand parce que je pouvais le faire. Attention, hein, il y avait quelqu'un pour me surveiller, Ah, mais ça allait mais ça va. plutôt bien. bien sûr. Vos formations professionnelles. Bah, j'ai commencé à faire du théâtre quand j'étais encore au lycée, dans le conservatoire régional de Dijon, Bien sûr. avec monsieur André Hérault, mon professeur, où j'ai succédé juste ric-rac à Marlène Jobert qui venait de le quitter, qui venait de partir à Paris pour jouer les clowns par milliers. Et ensuite, j'ai continué le cursus d'études universitaires tout en faisant du théâtre dans cette petite compagnie amateur. Et puis finalement, je suis monté à Paris et je me suis présenté au conservatoire. Bravo. Vos formations sportives. Alors, j'ai fait beaucoup de ski. J'ai fait beaucoup de sport quand j'étais jeune. Je faisais beaucoup de ski, je faisais des sports qu'on fait quand on est gamin, derrière du vélo dans la campagne. Mais j'ai pas fait de sport d'équipe. D'accord. J'ai fait un peu de rugby quand je suis arrivé à Paris. Mhm. Vu les conditions, j'ai un petit peu très vite arrêté quand même parce que j'avais pas envie de me faire tuer. Et puis j'ai fait aussi j'ai fait du karaté, j'adorais l'escrime. J'adorais faire de l'escrime, faire de l'épée, tout ça, tout ce qui était j'aimais beaucoup ça avec Maître Carliès quand on était au conservatoire et puis dans les spectacles en plein air, il y avait toujours des duels à faire, j'adorais ça. Formation sportive, j'ai fait beaucoup de tennis. Ah. Et j'ai fait beaucoup, alors là c'était peut-être pas une bonne idée, beaucoup de jogging. Une période où je faisais 30 km tous les week-ends. Oui, j'ai été très... Et puis voilà, à un moment donné, je me suis dit, il faut quand même faire un choix dans la vie, donc Ah oui, bien sûr. ça devenait très dur. Oui. Comment je suis arrivé dans le théâtre? Les petits malins qui répondraient par la fenêtre, moi c'est pas mon cas, j'ai été bercé par mes parents, par la culture de mes parents, dans l'amour du théâtre, dans l'amour du Festival d'Avignon qui venait de naître. Mon parrain, qui était le comédien Jean Champion, quand il débarquait à Dijon, c'était le vent de la steppe qui rentrait, c'était Tchekhov, c'était tout ça, c'était le bonheur, quoi. J'ai toujours été fasciné par ça. Et puis très vite, j'ai été appelé, quoi. Parce que quand on me pose la question de savoir à quel moment avez-vous décidé d'être acteur, j'ai jamais décidé d'être acteur, jamais. Jamais, il n'y a aucun moment de ma vie où je me suis dit, je vais être acteur. J'ai toujours su, inconsciemment, profondément et fondamentalement, que je ferais ça. Et je me disais, quand je faisais mes études, parce que j'ai eu un gros coup d'amour pour la philosophie, à un moment donné, je me suis dit, ah, j'aurais bien fait un petit peu de phénoménal, un truc qui m'intéressait beaucoup, et puis j'adorais l'histoire de la philosophie, tous les présocratiques et tout ça. Mais dépêche-toi, tu veux être acteur. Donc il faut que tu te dépêches d'avoir tes résultats, tes examens, tout ça. De toute façon, tu vas être acteur. Voilà, c'était comme une chose, c'était écrit. Voilà. Donc je ne sais pas comment je suis rentré dans le... Objectivement, je suis rentré dans le théâtre quand j'ai commencé d'abord à faire de la figuration dans des spectacles quand j'étais à Dijon. Puis une fois à Paris, j'ai commencé à jouer à droite à gauche. Et puis petit à petit, j'ai continué. Voilà. Assez classique. Est-ce que c'est quelqu'un de connu ou très connu qui vous repère, si je puis m'exprimer ainsi, au théâtre? Au théâtre, j'ai fait des rencontres, notamment Antoine Vitesse, qui a été quelqu'un de très important pour moi, parce qu'il m'a fait découvrir un autre versant du théâtre tel qu'on le faisait à l'époque. Et ça a été pour moi une sorte d'appel et générer des envies, etc. Quelqu'un de... Bah forcément, hein, quand vous travaillez avec beaucoup de metteurs en scène, forcément, à un moment donné, il vous repère, mais il n'a pas forcément le rôle au moment où il vous repère, etc. Donc ça a été beaucoup des spectacles au coup par coup, où j'ai croisé toute la génération maintenant qui est en place. Et voilà, j'ai travaillé avec Cacoyanis, j'ai travaillé avec Denis Lorca, j'ai travaillé avec Robert Hossein, j'ai travaillé avec Roger Planchon, j'ai travaillé avec des grosses pointures comme Gildas Bourdet,
des gens et Roger Planchon qui m'ont beaucoup apporté. Monsieur Weber aussi. Et Jacques, évidemment. Bien sûr. Mais Jacques, c'était d'abord comme acteur, Mhm. et ensuite il est devenu metteur en scène, et il m'a appelé pour jouer Phèdre avec Carole Bouquet, oui. Ça a été une grosse rencontre avec Niels Arestrup aussi. Ça a été une espèce de moment dans ma vie qui m'a beaucoup fait réfléchir et qui m'a fait progresser. Alors c'est très important pour nos futurs comédiens que vous travaillez un rôle au cinéma comme au théâtre. Oh, la question est énorme, là. Alors là, la réponse risque de l'être aussi. C'est tellement à la fois une différence abyssale et une complémentarité de chaque seconde que c'est un travail d'assimilation aux deux formes d'expression qui petit à petit se génère en vous et qui fait que l'un complète l'autre et l'autre complète l'un. Il n'y a pas à un moment donné une césure qui se fait. Bien sûr qu'on travaille pas, quoique au niveau du fantasme, au niveau de l'imaginaire, c'est très similaire, je veux dire, quand vous rêvez en train de jouer un rôle au cinéma ou à la caméra, même si les données objectives, les données concrètes sont différentes, vous essayez de le refaire au théâtre et vice-versa. Bien sûr. Les deux domaines sont complémentaires et très différents. Donc votre question est une sacrée question piège, elle est au cœur de la manœuvre, elle est au cœur du problème. Oui, parce que bon, on connaît des comédiens qui font du théâtre toute leur vie, mais par exemple, je prends un exemple, hein, Gérard Lanvin, il paraît qu'il a très peu fait de théâtre, et voilà, il a une carrière d'acteur, si on peut dire, qui continue. Est-ce qu'il a une très bonne mémoire? Est-ce que voilà, Véronique Jeannot m'a dit qu'elle n'a pas fait de théâtre aussi, par exemple. Au début, elle en a fait un peu après. Vous me parlez de la mémoire comme si c'était une donnée essentielle. Effectivement, au théâtre, c'est très important, la mémoire. Comme disait Gabin, ça vous savez pas une tête de chocolat. Hein. Enfin bon, bref. C'est vrai, c'est vrai. Non, mais ça, je dirais, c'est presque accessoire. La mémorisation du texte au théâtre se fait parallèlement à la mémorisation d'une émotion. Vous apprenez pas un texte. Ouais. C'est pour ça que je suis contre cette méthode qui consiste à arriver à la première répétition, texte su. Parce que quelquefois, on vous le demande par contrat. Moi, je suis violemment contre. Pourquoi? Parce qu'on n'apprend pas des mots, on n'apprend pas des phrases. Vous n'y arrivez pas, vous vous trompez forcément. Et puis, vous perdez beaucoup de temps. Vous apprenez des impulsions, des déplacements, des émotions, des changements, des jaillissements, des choses comme ça, des choses qui viennent de l'intérieur. Les mots, vous finissez toujours par les savoir. Toujours. J'ai jamais eu de problème à ce niveau-là, à moins que ça se mette dans le citron, que ça se mette à déconner un peu, mais j'ai jamais eu de problème à ce niveau-là. Mais j'ai quelquefois eu des problèmes avec des partenaires qui supportaient pas que je ne sache pas mon texte le premier jour de répétition, ce qu'on appelle la méthode allemande. Moi j'ai dit, je vous ai prévenu, hein, je ne suis incapable d'arriver, d'abord vous perdez, tous les acteurs qui font ça, ils arrivent texte dessus, tu parles. Ils perdent 15 jours pour remémoriser ce que l'impact avec la vérification du vivant leur impose, alors que je préfère, moi, vivre en symbiose avec et puis un jour il tombe, et vous le ramassez pas. Vous le savez. Je n'apprends pas, je n'apprends pas mon texte, je sais mon texte. Voilà. C'est un peu prétentieux ce que je dis, mais non. Alors, est-ce que vous avez, Monsieur Franz, déjà scénarisé vous-même, soit au théâtre, soit vous avez déjà écrit, ou au cinéma? Est-ce que vous avez scénarisé, vous, déjà? Non. Il faut que je D'accord. sois totalement honnête avec vous. Je ne crois pas être fait pour ça. D'accord. Je préfère laisser ça aux gens qui savent le faire. Et ceux-là, on les repère très vite, ils n'arrêtent pas. Parce que c'est un besoin. D'accord. Moi, j'aimerais bien. Peut-être qu'un jour, je m'y risquerai. Mais je me méfie beaucoup de... Ah, c'est un drôle de truc, ça. Scénariser, ça veut dire écrire pour. Ouais. Écrire pour le théâtre, j'ai essayé, c'est pas mon truc. Je suis un interprète, moi, vous savez. C'est-à-dire que je passe par les autres. Si tout d'un coup je deviens un autre pour moi-même, là c'est coton. D'accord. Là il faut quelque chose en plus que je pense pas avoir. Je ne sais pas, peut-être qu'un jour le théâtre français aura une surprise. Non, coupez-moi ça. Alors, est-ce que vous-même, vous avez déjà donné des cours de doublage?
des cours de doublage. Ouais. Oui, une fois, mais c'était parce que Armand Pseni, qui était un grand monteur à l'époque, avait un cours à l'INA. Mhm. Et pour illustrer les propos qu'il tenait sur l'enseignement que lui donnait, il avait besoin d'un professionnel qui vienne le faire pour qu'ils comprennent les jeunes. Oui, bien sûr. Et ils étaient baba, quoi. Ils étaient sidérés. Ils comprenaient pas. Ils croyaient que ça se faisait tout seul, que c'était automatique. Et la seconde fois où j'ai eu cette sensation pas d'enseigner, c'est quand j'ai doublé un film de Romer, qui s'appelait La cruche cassée d'après Kleist. Mhm. Et quand je suis arrivé dans le studio, on m'a fait chut. Il y avait plein de petits jeunes qui étaient là. C'était son cours de cinéma. Et D'accord. il les avait amenés pour qu'ils regardent comment ça se faisait. D'accord. Alors il est venu vers moi, il m'a dit s'il vous plaît, ne vous asseyez pas trop près, question de volume sonore, etc. Il savait tout. Hein. Et moi j'ai dit bon, bah, très bien, je vais attendre, il n'y a pas de problème. Et du fait de mon application à faire ce qu'il me demandait de la manière dont il me le demandait, je pense que les élèves en profitaient. Mais j'étais pas là pour être prof. Hein. Ah non, non, bien sûr. Mais ceci dit, il y a beaucoup de cours de doublage. Je vais être très méchant en disant qu'il y en a qui ne devraient pas être là, D'accord. parce que, bon, la vie est difficile, la crise est là, il faut bien gagner sa croûte, etc. Mais c'est souvent des usines à lieu commun, des usines à convention, des usines à faire tout ce qu'il ne faut pas. Le problème que vous rencontrez dans le doublage, c'est là qu'on se tient, mon cousin, c'est qu'il est le même que celui que vous rencontrez pour interpréter un rôle au théâtre ou au cinéma. C'est-à-dire que vous avez une démarche à faire au niveau personnel. Oui. Quelquefois, on me dit de manière un peu méprisante, comme ça, des gens qui savent pas. Hein. Mhm. Alors comme ça, vous imitez la voix. Au contraire, il faut arriver à retrouver en vous l'état dans lequel est l'acteur. Si c'est un grand acteur, c'est encore plus facile, même si ce qu'il fait est difficile, était quand il a tourné. Vous comprenez ce que je veux dire? Bien sûr. Et là, tout d'un coup, vous savez pas pourquoi, par une espèce d'alchimie qui est pas toujours facile, on fait « Ah, c'est dedans !» Ça y est, on y croit. Si vous donnez des cours comme ça, en disant articule, oui, bah, évidemment, articule, si on comprend pas ce que tu dis. Hein. Bien sûr. Mais ceci dit, c'est pas un petit problème en ce moment. Hein. Ah ouais. Pas un petit problème. Je vous raconterai une anecdote après. C'est pas ça, c'est retrouver l'état intérieur et essayer par la forme de rejoindre alors la tessiture de voix de l'acteur, la situation psychologique où il est quand il tourne cette scène, etc. Mais au départ, le ferment créatif peut être à l'intérieur de soi dans une recherche honnête et difficile et psychologique et pas dans une pure question de forme. D'accord. Je dis ça parce que moi j'ai un problème, je sais pas si vous l'avez, j'ai de plus en plus de mal à comprendre ce qu'on dit dans le tube. Ouais. Je me dis alors j'ai un problème d'ouïe, pas du tout. Et l'autre jour, la chance a fait que j'ai regardé une interview, la dernière, de Peter O'Toole. Il était visiblement pas bien, il est mort d'ailleurs une semaine après, je crois. Il jouait cette pièce que Villeray avait créée qui s'appelait Jeffrey Bernard is Unwell. Et il a beaucoup parlé, beaucoup dit de choses fort intéressantes. Et à la fin, avant de couper, il a dit « Il y a une chose que je voudrais dire, surtout aux jeunes générations. Oralisez ce que vous faites. C'est ça. Faites-vous, il ne s'agit pas de gueuler. Non, non. Projetez, non pas les mots, mais les sentiments. Projetez votre propre justesse. Sinon, on ne vous comprendra pas. » Bien sûr. Il y a un réel problème, je crois, actuellement, où c'est moi qui... Et j'étais content que Peter O'Toole dise ça, parce que donc c'est pas un problème qui est inhérent à la France, ou non, je sais non. pas quoi. Bien sûr, bien sûr. Il y a un réel problème que les jeunes travaillent pas là où il faut. Cherchent pas le bon endroit. Et si moi je devais donner des cours de doublage, Mhm. quelle hérésie ces mots, eh bien c'est ça que j'essaierais d'apprendre. D'abord, premièrement, se taire. La première écoute, dans un silence absolument total et religieux. Parce que c'est à la première écoute qu'on plaque les formules toutes faites et qu'on plaque les intentions archi-conventionnelles qu'on entend à longueur de journée dans le tube. Je parle du tube parce que Oui, au oui. cinéma, bon. Ça s'appelle... La première écoute où vous ressentez
cette espèce de magma dans lequel est l'acteur au moment où il dit ce qu'il fait. Quelle est la situation? Où est le personnage? De quoi se sert-il en lui? De quelle tessiture de voix? Etc. Tout ça, ça s'imprime à la première écoute. Et petit à petit, vous rentrez dans le travail et très vite, vous y arrivez. Si vous essayez de plaquer tout de suite des choses, des formules et des trucs, bah vous êtes dans la convention et tout le monde s'ennuie. Vous le premier. Alors, nous allons énumérer vos longs métrages et pouvez-nous nous expliquer des anecdotes? Alors, le premier en 75, L'Homme du Fleuve, de Jean-Pierre Premier Prévost. film, première fois que je tournais un film. Mhm. Et j'ai côtoyé Étienne Bierry, qui était directeur du théâtre de Poche dans le film. D'accord. Et alors, Jean-Luc Bidot, qui est un être absolument exquis avec lequel j'ai partagé des moments formidables. Et je me suis dit, ah bah c'est bien, c'est le cinéma, c'est ça. Je vais me régaler. Je me suis pas trompé de vie. C'est important ça quand même. Ah oui. Ensuite, vous avez tourné en 77 La Question de Laurent Heinemann. Oui. Ça, c'est un film sur le livre d'Henri Allègre, qui est mort d'ailleurs tout à fait récemment, sur la guerre d'Algérie. C'est un livre qui a été écrit alors qu'il était sous la torture et qui a été passé en douce par son avocat, qui était joué par François Lalande, qui habitait exactement ici, qui est mort il y a 2 jours. Oui. Et Ah, c'est un film qui est sorti sur les Champs-Élysées. Ça a bardé pas mal parce que c'est un film très militant. La guerre d'Algérie n'était pas très loin. Alors je jouais le rôle du lieutenant Lamaze, qui était une sorte de tortionnaire psychologique, disons, avec ce très grand acteur que j'adorais, Jacques Denis, qui a fait sa carrière beaucoup avec les films d'Alain Tanner, et il était magnifique dans ce film. 77, vous tournez Plus ça va, moins ça va de Michel Vianney. Est-ce qu'il se passe quelque chose? J'ai pas tourné dedans, j'ai fait du doublage, mais je sais plus exactement quoi. D'accord. Oh, c'était une blague, il y avait Marielle, il y avait Carmet, on rigolait bien sur le plateau, Ouais. je sais même plus ce que Sûrement. je faisais. Mais en tout cas, j'étais à l'école. D'accord. Quand je voyais Marielle et Carmet s'enfiler, improviser vaguement un peu leur scène, c'était un régal. Je me suis dit, bah vas-y mon pote, un jour tu vas être obligé de le faire. Donc barre-toi, mais que de la moitié de la bouche. L'autre, faut qu'elle réfléchisse. En 78, vous avez tourné Les Petits Câlins de Jean-Marie Poiret. Oui, Vous êtes le sportif, c'est noté. oui. Bah, c'est le premier film de Jean-Marie Poiret. Ah, Je drague Dominique Laffin dans le métro. ah. Et comme, bon Dieu, à l'époque, ça allait physiquement, j'étais pas trop décati. Bon, elle était très contente qu'on passe un long moment ensemble, mais après, j'avais plus rien à faire là, quoi. C'était une espèce de vision de l'époque, du monde des femmes, des jeunes filles entre elles, disons, des D'accord. jeunes femmes entre elles, Bien pardon. sûr. Il y avait Josiane Balasco, Ouais. il y avait Roger Mirmont, il y avait puis Dominique Laffin. D'accord. Et c'est un très bon souvenir. J'ai beaucoup regretté de ne plus avoir travaillé avec Jean-Marie. Après, je sais pas, il est parti dans un autre univers. C'est la vie. Alors 78, Tendre poulet de Philippe de Broca, l'inspecteur Verdier. En fait, le personnage, c'était Lopé Balèze. Oui. C'est-à-dire que je rentre là dans la période un peu caricaturale de mon emploi, où on me proposait les camionneurs, les flics, les casseurs, enfin, les baiseurs de fonds, etc., etc. Donc, à un moment donné, j'ai arrêté. Mais j'ai bien aimé tourner Tendre Poulet, parce que je me suis bien entendu avec Annie Girardot, avec Philippe Noiret, Hubert avec Deschamps. Deschamps, Ouais, bien sûr. c'est ça. Hubert Deschamps, et puis De Broca est un type qui a un rythme en lui, Ouais, qui a une fantaisie. Non, c'était un très bon souvenir. Je n'avais pas vraiment un rôle, à part que je cassais une porte. C'était la première fois que je faisais une cascade. Maintenant, je sais comment on fait pour casser une porte. Il faut fermer les yeux. Pourquoi? Parce que c'est une porte en balsa. Ah oui, Et sous ça. l'impact, vous risquez d'avoir voilà, je dis ça. C'est pour les gens qui voudraient casser une porte. Des échardes. Des échardes. Oh, plus que ça, plus fin que ça. Ouais, plus fin que ça. Oui. Alors en 78, ça continue La Carapace de Gérard Houry, le commissaire Rocheteau. Ça, c'est pas un bon souvenir du tout. Aïe. Parce que je tournais en même temps avec Marcel Camus l'histoire d'Henri IV. Hum. Donc j'avais 2 tournages en même temps et j'ai fait des scènes
Je me suis blessé. Je me D'accord. suis blessé, j'ai attrapé une sciatique paralysante. Aïe, aïe. Et j'ai pas pu terminer le tournage de La Carapate. La scène de la toute fin, quand mon personnage est renversé sur son fauteuil de bureau, parce qu'avant qu'il saute par la fenêtre, normalement c'était moi. Et bon, alors ça a pas trop plu à la Gaumont, mais j'y pouvais rien, ça m'était arrivé une semaine avant. Ouais, c'était pas calculé. Donc c'est pas un bon souvenir pour moi. Par contre, Mais ça fait partie des nombreux films que j'ai fait grâce à Pierre Richard. j'allais vous le dire, C'est un être absolument exquis et généreux très bonne qui entente. m'aura énormément aidé dans ma vie. Je dis bien dans ma vie. Bien. En 83, excusez-moi, en 79, coup de tête de Jean-Jacques Hano. Coup de tête. La scène était magnifique. Et puis elle était avec Patrick, qui était un copain à moi, Bien Patrick Devers. Et j'ai adoré faire ça. Je suis un camionneur complètement crevé qui lui dit, dis donc, putain, je m'endors là, tu veux pas me parler? Et Patrick me raconte une histoire insensée d'un adjudant quand il était à l'armée, qui arrêtait pas de le taper dessus, etc. et qui retrouve après dans un supermarché avec son petit caddie. Bon. Alors je lui dis, mais alors qu'est-ce que t'as fait quand tu l'as vu? Et il me répond, rien. Et là je le regarde et je regarde ma route. J'adore ce genre de truc. C'est une petite chose, une petite virgule, mais j'en suis très fier. Un très beau souvenir avec Patrick Devers, bien Bah, sûr. bien sûr. Ah, magnifique. En 83, les compères de Francis Weber. Alors là, encore une belle rencontre. Depardieu, qui peut le plus peut loin. Hein. Ah oui. J'étais pas très détendu, donc je me suis dit, mon petit père, vu la nature de l'engin, il va sûrement te faire passer un examen de passage, t'as pas intérêt à bouger de ça. Donc j'étais gonflé. Là, je savais mon texte, je m'entends vous le dire. Ah ouais. Et puis je lui ai fait une proposition de jeu sur le rythme, sur la vivacité, comme ça, qui lui a beaucoup plu. Il m'a dit oui, c'est bien, vas-y. Et puis finalement, on a tourné la scène beaucoup plus vite que ce que je pense Francis Weber voulait, et ça a été un très 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 bon souvenir. J'en profite pour vous dire que Francis Weber, à l'instar de Claude Chabrol, est un des 2 metteurs en scène de cinéma pour qui j'avais fait un travail de doublage. Ah, Sur Francis Weber, j'avais doublé un petit rôle dans La Chèvre, d'accord. qui était pas facile. C'était un acteur mexicain, il s'en sortait pas et tout. Oui, je m'en rappelle. Donc je lui ai un peu arrangé le coup, et il m'a dit, oh bah dis donc, je te prendrai dans un de mes films un jour. Je fais, c'est ça. Vous dites tout ça, puis vous le faites jamais. Et il me dit, non, je t'assure. Et puis je le croisais chez des amis communs quelquefois. D'accord. Et il me disait, tu sais Jacques, j'ai pas oublié. Et un jour il m'a appelé. Ah, Il m'a appelé. Claude Chabrol, il a fait pareil. très bien. J'ai doublé donc ce fameux Sam Neill là dans... Comment s'appelle cet énorme roman de... C'est pas La Force des choses, c'est de... Simone de Beauvoir. Oh, je me souviens plus. Et il m'avait dit, il y a en toi quelque chose de romantique. Ouais. J'aimerais bien l'exploiter, un jour je te proposerai un rôle. Et je lui ai dit, oui Claude, je sais bien, vous allez me proposer un rôle, mais ne dites pas ça à un acteur, ça fait plus souffrir qu'autre chose, puisqu'on sait que vous ne le ferez pas. Et ben, pas du tout, il m'a dit, tu rigoles, pourquoi? Il était de parole. Et alors, il m'a appelé et pour jouer le rôle de Tristan dans Tendre Poulet, dans L'inspecteur Lavardin. D'accord. Et comme j'ai une grosse culture cinématographique. Bien sûr. J'étais énormément au cinéma. J'y allais 6 fois par jour, quelquefois, à la cinémathèque au début. Donc on avait une culture commune, on n'arrêtait pas de se jouer des extraits de films, de la règle du jeu, ah tu te souviens de la scène avec le machin, etc. Et c'était un régal. Je me suis vraiment Bien entendu. bien plu sur ce film. Alors, en 84, vous jouez Le Joli Cœur de Francis Perrin, et d'ailleurs, je viens de revoir la scène, c'est gigantesque. Bon, ben c'est un rôle marrant, c'est-à-dire il veut séduire Cyrielle Claire, Francis Perrin. Donc pour la séduire, il imagine une fausse agression dans son parking. Et il demande à un copain à lui, moi, viens avec 2 potes, on va faire un faux baston, comme ça vous allez vous laisser aplatir par moi,
et elle sera séduite. C'est un peu concombre, mais enfin bon. Non, c'était super. Et ça marchote, en ce sens que il y avait un combat extrêmement bien réglé par Carliez, Ouais. qu'on avait beaucoup travaillé, Bien sûr. et la scène est assez chorégraphique, Bien. très bien filmée. C'était marrant. j'ai Ouais, parce bien que aimé. Francis Perrin nous fait les cris de Bruce Lee. Oui, il se prend pour Bruce Lee, il C'était fait sympa. des trucs. Oui, il fait plein de choses. C'était Je rigolo. me souviens que à la course, à la fin, on partait tous dans le parking, Dans le et il parking, me ouais. dit, en arrivant à la première prise, il me dit, dis donc Jacques, pourrais t'entraîner un petit peu là parce que je suis sur le point de vous rattraper. Je lui dis, Francis, on va faire une chose. Tu vas prendre mes Santiago et je vais prendre tes baskets. Voilà. Et là, je te le fais sur la longueur. On va rigoler. On va rigoler. Oh, pardon, ah oui, ah bah ouais, t'as raison. Ouais. Oh. Citizen. Alors, 1984, les ripoux de Claude Zidi, encore une belle rencontre là. Alors, les ripoux, je n'ai jamais vu ça. C'est incroyable. Le plateau m'est détendu à un point. On arrêtait de tourner à 4 heures de l'après-midi. L'assistant disait, mais j'ai plus rien à tourner, Claude. Ah bon? Et Noiret qui me disait, oh, j'ai les impôts à payer, d'accepter cette connerie, etc., etc. Super. Bon, je m'y attendais pas, je me suis dit, bon, bah voilà, tout le monde part en vacances de Pâques, c'est la veille des vacances de Pâques. Et je m'entends très bien avec Noiret, que j'avais déjà connu sur Tendre Poulet, je m'entends très bien, sûr. pour vous décliner Non, non, mon mais CV, ça m'énerve ça quand les autres le font. Mais on est tous arrivés à l'agence Savas 6 mois après pour la projection, et là, badaboum, le carton, le scénario, Didier Kamaka. Le scénario et les interprètes, ils étaient tous les deux absolument magnifiques, ça fonctionnait très très bien. Et je l'ai revu il n'y a pas très longtemps, ça fonctionne vachement bien. j'en ai un. C'est pas tous les jours qu'on voit des comédies de cette tenue, Ouais. vraiment. J'ai pas vu le second, malheureusement. Mais celui-là, vraiment, j'étais très étonné. Hein. J'étais très fier d'être là-dedans. En 84, vous tournez encore le jumeau d'Yves Robert. Oh là là, ça c'est Pierre encore, Pierre Ah ouais. Richard. Oui. Ouais. Puis j'étais très ami avec Zazie Gélin, Ah le oui. fils de Daniel Delorme Ah, et ouais. de Daniel Gélin. Donc on était très très copains, on s'était connus au conservatoire, il voulait monter une société de production de théâtre, on a toujours été extrêmement proches. Je l'avais un petit peu perdu de vue parce que vous savez ce que c'est. Ça va, ça vient. Ouais. Et quand il est venu s'asseoir sur mon canapé, qui n'était pas rouge à l'époque, il m'a dit, écoute Jacques, voilà, Yves voudrait que tu joues le rôle de Ralph, qui était l'ami de Pierre Richard. Et ça s'est très 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 bien passé. Parce que Yves était un acteur qui avait fait beaucoup de cabarets, Ouais. beaucoup de théâtre, beaucoup de trucs, et on avait un système de jeu qui collait parfaitement bien. Et je me suis bien régalé, et puis au bout du compte, je crois que le film a moyennement marché, D'accord. parce que le sujet était un petit peu élaboré, c'est une confusion entre deux femmes qui sont jumelles. C'était peut-être un peu... Mais c'est dommage, parce que c'était en plus admirablement photographié, cadré, filmé, etc. Ça, j'ai adoré faire ça. Ah oui, alors Bâton Rouge de Rachid Bouchareb en 85. Oh, moi, j'avais pas un grand rôle, c'est une copine qui était assistante qui m'avait mis sur le coup comme ça. Je D'accord. faisais le patron d'un McDo. En plus. C'est pas un souvenir. J'ai revu Rachid il y a pas longtemps à une Ouais. projection, mais disons que ça fait pas partie de mes pierres angulaires. La crise en 92 de Colline Serrault. Ah là, j'ai tout un gag. Elle me téléphone 6 mois avant, elle me dit Jacques, ça t'embêterait de rouler une pelle à Maria Paco à 9h30 du matin, comme ça décoiffe. Je lui dis, ben, j'ai beaucoup de respect pour cette femme, qui est encore très belle. A priori, oui. Bon, bah, très bien, bah, je te rappelle. Et elle me rappelle pour faire le rôle de l'amant de Maria Pacôme dans La Crise. Cette scène absolument culte, puisqu'on la voit sur les réseaux sociaux tous les 3 jours. Ouais. J'ai pas de peau parce qu'une fois qu'elle a fini, c'est moi qu'on voit. Mais bon, bref.
Pour revenir à cette histoire de baiser, Oui. moi, ça allait, bon, il n'y a pas de problème. Alors, la scène, c'était un sentier de cailloux, et j'attendais en bas avec Patrick Timsit sur ma voiture, où je lui expliquais à quel point c'était le bonheur absolu avec cette femme, où c'était merveilleux. Ah merde, ma femme, elle avait, en même temps, ma vraie femme arrivait, enfin, c'était très très bien écrit, très 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 bien écrit. Elle a beaucoup de talent, la Colline. Oui, oui, oui. Bon, première prise, Maria court vers moi pour ce patin fatidique, et à 1 mètre de moi, pouf, elle s'écroule la poitrine dans les graviers, elle a dû se faire très très mal. Oui, parce que c'était pas prévu, bien sûr. Est-ce que c'est un acte manqué de sa part? Parce que je me suis dit après, bon, elle n'a pas plus envie que moi d'ailleurs, je la comprends. Donc allez, on l'a ramenée dans sa loge, on l'a machinée. Bon. On retourne une demi-heure après, et là elle se précipite dans mes bras, je la reçois, et tout d'un coup elle se met à hurler. Ah, vous m'avez fait mal, vous m'avez cassé un bras. Ah, je l'avais à peine touché. Alors là je me suis dit dans ma petite tête fêlée, confirmation, elle n'a pas envie du tout. J'ai regardé Colline qui m'a fait genre ça va, j'ai compris. Donc elle a changé le plan, je la prends, je la soulève dans le soleil, et on tourne ensemble, et on part comme des amoureux perdus dans la belle auto toute bleue qui attend en bas. Voilà. Mais c'était drôle le truc, quoi. Voilà, c'était Oui, oui. une petite année. Mais elle est magnifique, Maria, là-dedans. Ah ouais. Bah, c'est une scène culte presque. Hein. Quand elle leur explique qu'ils allaient tous se faire foutre, qu'elle a passé sa vie à les torcher, les loger, les nourrir, les plancher, que maintenant elle a décidé de prendre son pied, et puis allez, vous, si vous n'êtes pas content, démerdez-vous avec Oui, vous. c'était avec Vincent Lindon. Lindon, Ouais. Sabou Ouais. et Yves Robert lui-même. C'est ça. En 94, Lumière Noire, oui, de Medondo. Oui. Et Patrick Poivet Exact. dans le film. Et on était toute une bande de copains, il n'avait pas un rond, le pauvre. On faisait tout pour l'aider, on essayait Ah, de tout, super. on était tous machin. Après, il est parti tourner au Sénégal avec Patrick. Moi, j'étais pas prévu au scénario, donc j'y ai pas été. D'accord. Mais Med faisait partie d'une bande de copains, dont Patrick, avec qui on se voyait pour déjeuner très souvent, Rappelons que c'était la voix de Eddie Murphy, entre autres. entre autres, et aussi un moment de Morgan Freeman au début. Oui. Et après, c'est Benoît Alman qui a repris le flambeau. Mais il a fait beaucoup de théâtre. Il a Oui, joué toutes les pièces évidemment. de Mervyn LeRoy. Il a fait beaucoup de trucs, mais c'était pas toujours facile, un caractère bien trompé. Ouais. Oui. Mais il était en révolte, quoi. Il était en révolte contre le racisme, il était en révolte contre plein de choses. Mais en même temps, c'était un type, un frère. Alors en 98, Don Juan de Jacques Weber, encore une fois. Alors, on s'était connus au conservatoire, après on s'est connus chez Robert Hossein, on avait joué Les Bas-Fonds, on avait joué Crime et Châtiment, plus les reprises à l'Odéon, plus tout ça. Puis on s'était un petit peu, Perdu de vue. engueulés, Ah on s'était un petit peu éloignés l'un de l'autre. Dommage. Oui, c'était très dommage pour moi surtout. Enfin pour lui aussi, mais ça il le saura plus tard, enfin il le sait maintenant. Et puis un jour, je rentre chez moi, je décroche mon téléphone, message de Jacques Weber. Ah. Je sais pas, c'est comme si je suis vraiment tombé du pommier, quoi. Et il me dit, écoute Jacques, je réalise mon premier film, on part en Espagne, on veut tourner Don Juan, j'aimerais que tu fasses Don Sanche, je te donne rendez-vous au Val d'Isère, c'était aujourd'hui qu'il produisait, et donc je t'attends. Oh là là. Ça alors. J'étais à la fois complètement estomaqué, très content. Bien sûr. Bah bonjour Jacques, tu vas bien après tout ce temps? Ça va? Oui, alors il était très content que j'accepte, il pensait sans doute que j'allais lui... Pas du tout, je dis bon, non. Et on est parti, toute une smala, dont Penelope Cruz, dont c'était le premier film. Ah. Elle faisait Charlotte, D'accord. Ariadna Ril faisait Mathurine, D'accord. Michel Lonsdal faisait Don Louis, Oh là le là. père de Don Juan. Emmanuel Béard faisait Daniel Elvire. Enfin, c'était pas une petite distribution. Ah non. Ah non, c'était un truc. Je me souviens qu'à la projection, il y avait Jacques Rivette Ah oui. qui est venu le voir, qui a dit à Jacques, écoute, continue à faire confiance à ce que tu aimes, à ce que...
Et il avait fait des trucs bien dans un film aussi difficile que ça. Parce que filmer Don Juan, ouf. Pas Et évident. je lui dis, dis donc, tu mets la barre haut, là. Hein. Il s'en est très très bien tiré. Et une petite question pour notre public, peut-être que tu vas me dire. Comment ça se fait que d'un seul coup on retrouve une Penelope Cruz dans un film français comme ça? La coproduction, Ah, c'est ça. c'était parce que le film était dans la production espagnole, il y D'accord. avait ce type qui s'appelle... ah, j'ai oublié son nom, ça va m'énerver. C'est pas grave. Qui avait une énorme surface en Espagne pour les copros avec l'étranger. Voilà. Donc c'est lui qui avait amené les acteurs espagnols, D'accord. dont Pénélope, qui était une charmante camarade avec qui j'étais très content de tourner dans Enfin la Tulipe quelques années plus tard. Ouais, bah en plus, toi, tu parles très bien anglais. Donc... Bon, on parlait anglais, on parlait espagnol surtout. Ah, tu parles aussi espagnol. Oui. Ah ben moi j'ai tourné Bravo. une série télé qui s'appelait Los Caballeros del Sol. L'histoire de la conquête de l'Algérie, le roman de Jules Roy, Ouais. qui représente... donc j'avais le rôle principal sur 8 épisodes sur 12, et j'ai passé 9 mois en Espagne. Tous les jours, Madrid, Barbate, Cadix. Bon, si vous êtes français, que vous n'êtes pas trop con, que vous avez fait un peu de latin à l'école, si vous rentrez pas bilingue, c'est que vous parlerez jamais une langue étrangère. Enfin, bilingue, attention, il ne s'agit pas de lire Cervantes dans le texte, hein, Non, non, non. mais il s'agit de se débrouiller pour la vie, quoi. D'accord. Suffisamment pour avoir une conversation avec Pénélope. Bravo. Charmante camarade, Bravo. fille formidable. Vraiment pas la grosse tête du tout, et... Enfin Est-ce là, à qu'elle- l'époque, est-ce qu'elle elle parlait un peu débutait. français, elle aussi? Elle arrivait, non? Non, hein, Non. du mal. Mhm. Ça a été le grand problème de Besson, ça. Ah ouais, d'accord. Je lui ai même enregistré certaines scènes en décomposant. Ah. Tu n'auras donc jamais de courage. Non, Pénélope, tu n'auras donc jamais de courage. Et comme elle est une bosseuse, elle y était arrivée. Formidable. Pas facile. Surtout que c'est du théâtre classique français. Hein. Ah non, elle a fait ça très très bien. Elle avait juste gardé fin. Donc c'est devenu une espèce de gimmick du film. Fin. Alors, après 99, vous êtes dans Aime ton père de Jacob Berger. Oui. J'avais connu Jacob parce que il m'avait fait tourner une télévision en Suisse avec qui s'appelait Un enfant de trop. Ah, C'était l'histoire d'un paysan suisse. mhm. Attention, hein, je suis allé faire un stage 2 fois 15 jours dans 2 fermes différentes. Les vaches, tout ça, la traite, le machin, la crèmerie, je sais faire. L'accent aussi. Ah ben non, c'est le gros de veau, c'est autre chose. Non mais c'était bon. Et ce type s'ennuie dans la vie et il écrit une lettre à une fille qui est prisonnière et qui va être libérée. Et elle accepte de venir vivre avec lui. D'accord. Et quand il arrive, Catherine Leprince, s'il vous plaît, à l'époque elle était d'une beauté, machin, elle arrive mais il y a un petit problème, elle a un enfant Ah, qui a déjà au moins 7-8 ans. d'accord. L'enfant de trop. Alors le problème, va-t-il accepter cet enfant, etc., etc. Très très joli film. Jacob Berger est le fils de John Berger quand même. C'est pas n'importe quoi. Mhm. Il vient de réaliser un film là avec Bruno Gantz. C'est un type que j'adore, avec qui je suis resté très 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 ami. Les amis, ouais. Et là, on parlait de quel film? On parlait exactement de Aime ton père. Alors Aime ton père est un film qu'il avait écrit pour raconter les démêlés qu'il avait avec John Berger, D'accord. prix Nobel de littérature quand même, qui était émigré en Suisse D'accord. et qui était un des plus grands écrivains, philosophes de gauche à l'époque. Type très très intelligent, magnifique, très dur, qui a écrit énormément de livres passionnants, Voir le voir, La cocadrille, etc. C'est un auteur majeur, inspiré de Walter Benjamin, enfin tout ça. Grosse pointure, mais ça n'avait pas l'air d'être un type très facile à Très vivre. facile. Donc il avait écrit ce gros film où il y allait fort quand même. Et puis il n'a pas pu le réaliser parce que c'était trop cher. Et finalement il l'a fait parce qu'il a eu Gérard et Guillaume tous les deux en même temps. C'est ça. Donc il m'a dit, bon, tu veux bien faire le rôle de l'éditeur, c'est pas un rôle... J'ai dit oui, pour être avec toi d'abord parce que tu es mon ami. Et puis voilà. Donc j'ai tourné ça
il y avait Sylvie Testu, Ouais. voilà. Et puis mon tournage c'était au début et puis à la toute fin à Montréal. D'accord. Et quand je suis retourné à Montréal, il y avait une ambiance épouvantable. Ah, Je ne sais pas ce qui s'était passé. Il y avait eu des clashs et Jacob était très malheureux. oh. Et par contre, je les ai vus vivre, Guillaume et Gérard. J'ai vu comme Gérard s'occupait de lui. Guillaume, viens, il faut qu'on travaille, etc., etc. Il était très père, très présent. Ouais, donc les médias ont dit encore des Des trucs. conneries, Voilà, mais oui, non, mais faut comme qu'il se d'habitude. taise. Et en plus, mais Guillaume, il n'était pas... Il n'était pas... C'était un mec, mais craquant. Craquant, d'une gentillesse, d'un charme. Et en même temps, help, au secours, quoi. Dans l'œil, il y avait... Moi, je l'ai retrouvé, on tournait quand même au début de l'hiver hein, à Montréal. Ça caille très vite, hein. Ouais. Fin septembre, début octobre. Il commence à y avoir les bâches sur les parkings pour pas que ça gèle et tout. Ah ouais, ouais. Il était parti de l'hôtel, on me dit, mais il est où, j'ai Guillaume? Alors je suis parti le chercher dans la nuit. Et je l'ai retrouvé à poil jusque-là, avec une cravate autour du cou, Oh là en là. train de chercher un piano. Je dis, Guillaume, tu vas attraper une congestion, là. Donc je l'ai ramené à l'hôtel, il était en plein désarroi, quoi. Mais après, j'ai vu ses interviews, oh la vache, il y en a là-dedans. Hein. Et puis, mais il avait une santé détruite, quoi. Il est mort d'une malheureuse pneumonie Ouais. qu'il aurait pu... Moi, je pense, enfin, j'en sais rien. Je dirais, Ouais, on ouais. raconte toujours tellement de bêtises. Ouais, on sait pas vraiment. Mais ça a été vraiment un choc pour moi, la mort de Guillaume. Et pour Gérard, ça a dû être épouvantable. Épouvantable. Il a su se tenir, hein, il a été... Chapeau. Alors un film qui m'a beaucoup plu, moi, c'est Fanfan la tulipe de Gérard Krasvik. Ouais. Grosse machine. Ouais. Moi, j'aime bien être broyer dans des trucs comme ça. Ah oui. Ah bah quand on vous loue une caravelle pour toute l'équipe pour aller à Rodez en plein milieu du mois d'août parce que il n'y a plus d'avion et qu'il ne fait pas le temps qu'il faut et que vous arrivez à Rodez et que vous restez 3 semaines sans tourner, ça en fait des événements qui se passent. Et puis il y avait du beau monde, hein. Il y Et avait puis, Pénélope, Voilà. Oui. je l'ai retrouvée. Vous l'avez dit Je tout à l'ai l'heure. retrouvée, on était tous les deux face caméra et j'étais derrière elle. Puis j'ai attendu. Et puis je lui dis, Pénélope, do you recognize me? We shot together 2 years ago. It was Cabo de Gata in the south of Spain. Mais j'ai dit, je le connais, lui. Adorable, mais raccord. Super. Ah, une fille formidable, formidable. Très gentille. Et en plus, elle avait ses salades avec Tom Cruise à l'époque. Ah Elle ouais. a pu faire la gueule, rouler les mécaniques. Pas du tout. Vraiment une camarade franche. Les soirs où on s'embêtait, parce que Rodez, le soir, on jouait au portrait chinois et tout ça, on s'en est tapé des ventrées. On a beaucoup rigolé, oui, c'était bien. C'était bien. Il y avait Augustin là, qui avait fait vous savez, les tentes au bord du canal Saint-Martin. Ouais. Augustin le Grand. Ah, il était là, lui, il jouait aussi. Et hein. il faisait un petit rôle, oui. D'accord. Pérez, qui est un garçon charmant, un peu secret. Vincent Pérez, hein. Oui, un petit peu Pour le public. chaleureux, mais très généreux, très chaleureux. Photographe de son état aussi. Il Vincent, aime bien faire de la photo. bah, il venait d'acheter un 6.6. C'est ça. Il était content. Comme Bruno Volkovitch. Alors là, on touche ma fibre. 2007, contre-enquête de Franck Mancuso avec le grand Jean Dujardin. Mais il n'y a pas que ça. Comme je le disais une fois dans une autre émission, je disais, avec votre voix, Monsieur Frantz, on ne voit que vous. J'y tiens. Je suis flatté. Quel scénario d'ailleurs. Oh, ça a été un truc difficile parce que Mancuso et Marshall se tiraient la bourre. Ils ont exactement le même parcours tous les deux. D'accord. Ils sont issus de la police. Oui, oui. Vraiment, ils ont Oui, le oui. même truc, quoi. Ah ouais. J'ai l'impression qu'entre... Ah, tu as tourné avec Mancuso? Ah. Bon, ben, ce que tu veux. Ouais, ouais. Tu vois. Et je me suis dit, oulala, quel dommage. Enfin bon, bref, c'est pas mes oignons. Et j'étais très heureux. Alors j'avais connu Jean
parce qu'on s'était connus par des amis communs, et j'avais fait des blagues sur des petites émissions, des capsules qu'il y avait souvent à la télévision à midi. Par exemple, on avait pris une conférence de presse de De Niro, Ah ouais. et j'avais plaqué dessus une improvisation Ah. où il parlait, j'essayais les synchrones, et je disais Ah, Dujardin, oui, c'est le mec qui m'imite. Ouais, je vois très bien. D'accord. Et quand il a vu ça, il a fait Oh, sympa Oh, sympa Oui. Oui, parce que c'est un fou de doublage, lui. Ah, mais alors, Lui, c'est c'est un... lui qui m'a recadré. Ah ouais. Parce qu'un jour, je lui dis Mais Jean, tu m'emmerdes là, pourquoi tu passes ton temps à me parler de mon doublage, Je fais pas que ça. Mais il me dit Mais merde, tu te rends pas compte Quand j'étais à Courbevoie avec mes potes, on avait un club de fans. Ouais. Et il y a son pote Arsène là, qui me cite 3 scènes de casino. Arsène Mosca, Arsène Mosca, il me cite 3 scènes par cœur de casino. t'imagines? Et là, je me suis dit, Oula. oui, il a raison, faut pas déconner avec ça, parce Ah ouais. que si y a cette, faut pas bafouer ça, Ah non, tu vois. non. Donc ça m'a, et puis alors après, il m'a montré des petits films qu'il avait fait chez lui quand il était, avant qu'il débute, dans ses petites bandes de copains là, etc., etc. Et puis on est devenus très amis, on est devenus vraiment très proches l'un de l'autre. Pendant le tournage aussi, c'est un gros déconneur. Hein. Ouais. Je- C'est un peu un bel mondo. Oh Hein. ouais, Mais il y a du, c'est autre il y a chose. du pep, il y a de la Ouais. générosité, Ouais. il y a du doute aussi. Parce Oui, bien qu'il sûr. est capable aussi tout d'un coup d'être malheureux, de venir te voir et de dire comment je vais faire, etc. Bah rien, je vais t'aider, on va arriver. Ouais, bien sûr. Non, mais c'est un mec que j'adore, moi. Alors, pour le doublage, est-ce que si 2 voix que vous doublez sont au générique, est-ce qu'on vous donne les 2 voix? Non. D'accord. Mais une fois, j'ai essayé. J'aurais refusé si on avait accepté, parce que ça n'aurait pas été professionnel. C'était pour les nerfs à vif, s'il vous plaît. Ah, Il y avait De Niro ouais, et Nick Nolte. exact. Et je m'étais essayé pendant le travail. Ah, j'y arrive, hein, ça passe. Mais bon, pas la peine de rouler des mécaniques. De Niro dans le film, c'est déjà coton. Et à la fin, il parle en araméen quand il est dans la boue, etc. C'était déjà beaucoup de boulot. Puis il y avait un acteur qui, à l'époque, partageait Nick Nolte. Et voilà, pas... Mais c'est vrai que l'idée m'a traversé l'esprit. Pour le défi, pour le challenge. Peut-être un jour. Oui. Comment vous ont été attribuées la plupart de vos voix? Alors, De je Niro, crois par que je exemple. dois ma carrière à une dame qui s'appelle Jenny Gérard, Jenny Gérard. qui dirigeait un studio qui s'est appelé l'Européenne de doublage, PM Production, enfin, etc. Mhm. Elle aimait vraiment beaucoup ce que je faisais, du fait de cette télé que j'avais tournée avec François Villiers, les Allemands. Mhm. Non, Michel Berny. Pardon, Michel, excuse-moi Michel. pas de souci. Michel Berny. Et donc, De Niro, non, c'est Jacqueline Porel qui m'a appelé pour doubler Mission. Ah. Elle avait entendu ma voix, elle aimait bien ce que je faisais. Ouais. Donc j'ai commencé, la première fois que j'ai doublé De Niro, c'était dans Mission. Ensuite, Mel Gibson. La première fois que j'ai doublé Mel Gibson, c'était dans L'Arme Fatale 3. 3. Et ensuite, Sam Neill, je l'avais doublé dans ce fameux roman de Simone de Beauvoir qui avait Oui. réalisé Chabrol. Tu sais pas. Il avez pas trop y a d'enfants. des gens que j'ai doublés par hasard. Ouais, quoi, c'est du puis que j'ai hasard. gardé. Ouais. Puis que j'ai gardé. Au début, Nick Nolte, c'était Darbois. La voix, ça. Et puis maintenant, Nick Nolte, alors il n'a plus nada. Hein, c'est. Fini. Bah, comprenez, Gibson, c'est la voix dans le nez, c'est la voix américaine. Ouais. Oups, marteau. Ouais. De Niro, c'est une voix blanche, comme la mienne. D'accord. C'est-à-dire, vous faites des harmoniques tant que vous voulez. D'accord. Si vous avez le talent pour ça, ou la curiosité, ou l'exigence. C'est ça. Et Nick Nolte, c'est le cancer du fumeur, alors on n'en parle plus. Yeah. Mais j'adore me balader dans ce monde. Bah justement, je comprends mieux les différences maintenant. Oui, pour Vous ça que je jouez les bien. explique. Vous jouez bien avec votre voix. Bah, j'ai appris, et puis j'adore la musique, il faut tout vous dire.
Je suis un frappadingue de musique. La grande musique classique, autant le jazz, la musique, tout. J'aime le son. Et quelque part, c'est une musique, la voix. C'est un instrument. tout. Ouais, un instrument. J'ai eu la chance inouïe, quand j'étais enfant, d'avoir beaucoup de maladies infantiles. Je dis ça par provocation. La rougeole, la scarlatine, les oreillons, machin truc. D'accord. Donc j'allais dans le salon et je prenais la grosse radio de mes parents, là, avec mes petites papates griffues, qui pesaient 40 kilos, et pouf, j'allais la poser à côté de mon lit. Et j'écoutais des émissions à la radio. Les tyrans sont parmi vous, signé Furax. Et je notais dans Radio Cinéma, l'ancêtre de Télérama, telle émission, ah ben non, à 13h15, ah ben non, flûte, ça ne matche pas avec l'autre. J'étais un frappadingue du son. J'ai rêvé à travers le son. J'ai rêvé à travers les voix. C'est comme ça que je me suis éduqué tout seul. D'accord. Et après, quand j'ai débarqué dans cet univers de multi-possibilités du son, j'étais prêt. Rien ne m'émeut plus qu'un son magnifique. Alors ça peut être une voix, ça peut être une flûte, ça peut être du Mozart, ça peut être ce que vous voulez. Mais j'ai toujours été un fêlé du son. Pourquoi ne voyons-nous pas plus Jacques Frantz au cinéma, malgré que vous tournez bien sûr quand même? Serait-ce à cause du doublage? Première partie de la réponse. Pourquoi est-ce qu'on ne me voit pas plus que ça au cinéma? Ma réponse est de vous dire, posez-leur la question. Je ne demande qu'à connaître leur réponse. La deuxième, je pense que ça n'a plus cours D'accord. parce que des gens comme vous, qui ont appris à nous aimer de la bonne manière, c'est-à-dire à respecter ce qu'on faisait, à admettre que c'est un gros travail, vous faites du 9-9, 24 H24, hein, souvent. Quand vous rentrez le soir, vous n'avez pas envie d'allumer la télé. Hein. Vous avez pris des décibels dans... Parce que chaque scène, nous, les trucs qui pètent, etc., nous, on la voit 60 fois. Quand vous la voyez une fois, c'est extrêmement fatigant. Bien sûr. Ça fatigue tout, l'ouïe, les yeux, puis le corps, quoi. Je voulais faire une parenthèse. Ce sera le seul regret de ma vie, c'est que j'aurais voulu faire que du doublage, moi. Je suis sûr qu'à un moment donné, vous auriez souhaité tourner. Ouais, mais quand même, j'aime ce que vous faites, j'adore ce que vous faites, et vos voix sont tellement charismatiques. On m'a déjà dit que j'avais une belle voix à la radio, mais c'est vrai que j'aurais fait que du doublage, je pense. Pourquoi t'as fait de la radio? Oui. Oui, Moi, j'ai vécu de la radio pendant 20 ans. Ouais. C'est pour ça que j'ai acquis une grosse technique. Voilà. Donc, moi je pense que si on me proposait... Et j'ai débuté, je peux finir? Oui, évidemment. J'ai commencé dans le doublage par hasard, par la petite porte. D'accord. Parce que je travaillais au théâtre avec l'assistante de Jacques Lévy, qui était une grosse pointure sur ce plan-là, et qui m'a fait faire par hasard 2 films de Paul Morisset, où je doublais Joe D'Alessandro. Oula. Bon. Et puis après, pendant 5-6 ans, je faisais un film par an, ou 2. J'étais payé des clopes. Je ne savais pas que le doublage à l'usine, ça existait. Je ne le savais pas. Mais j'ai travaillé à chaque fois avec le metteur en scène sur le plateau. Roberto Rossellini, Marco Bellocchio, Andrzej Żuławski, Polanski, etc. Juan Luis Buñuel. J'en ai fait des kilomètres avec le metteur en scène. D'accord. Donc je savais où j'allais. Żuławski est quelqu'un de très exigeant, donc je lui faisais une confiance aveugle. Bellocchio, c'était plutôt... Moi, je parlais pas bien les Français, faire les choses peut-être un peu plus légères, non? Magnifique. Voilà, mais moi j'adorais, je disais, je vais passer une semaine là avec un grand monsieur, on va parler de cinéma, je vais poser des questions sur les cadrages et tout ça. Et je travaillais comme ça à la synchro. Puis un jour, on m'a appelé pour me doubler moi dans une série télé que j'avais tournée avec les Allemands. D'accord. Il s'appelait Billet doux, Ah. avec Pierre Mondy. Oui, bien sûr. Et puis j'avais plu à la directrice du studio, donc je me double moi, et après elle m'a mis sur une série. Et moi je ne savais pas. J'arrive, je fais mon boulot dans l'après-midi,
Et puis je me dis, ah chic, je vais gagner un tout petit peu de fric, j'étais dans la mouise et tout ça. Et le DIA me dit, mais tu reviens demain. Puis tu reviens après-demain. Ah, Puis tu reviens toute la semaine. bien. Puis la semaine d'après, etc. J'ai pas vu le piège. Le piège fiscal, si vous voyez ce que Ah, je veux dire. ouais, d'accord. Donc j'ai pris conscience au bout d'un moment, c'est bien gentil tout ça, mais il va falloir trouver le moyen de t'affranchir de ça. Et ça a été très très long. Alors j'ai choisi de faire de la direction de plateau. D'accord. J'ai dirigé des films, notamment Living Las Vegas, Oui. que j'avais adoré faire, des tas de films comme ça. Et petit à petit, j'ai pu me dégager de cette astreinte financière et pouvoir reprendre ma liberté. Si vous voyez ce que- Ah non, je peux pas, je tourne, excuse-moi. Mais oui, mais je tourne. C'est mon choix de vie. D'accord. Et ça, c'était mon parcours, mon choix. That's life. That's what all the people say. You're riding high in April, shot down in May. But I know I'm gonna change that tune. When I'm back on top in June. I said that's life. And as funny as it may seem, some people get their kicks stomping on a dream. But I don't let it get me down. 'Cause this fine old world, it keeps spinning around. I've been a puppet, a pauper, a pirate, a poet, a pawn and a king. I've been up and down and over and out. And I know one thing, each time I find myself flat on my face, I pick myself up and get back in the race. That's life. I tell you, I can't deny it. I thought of quitting, baby, but my heart just ain't gonna buy it. And if I didn't think it was worth one single try, I'd jump right on a big bird and then